La gestion actif-passif contribue à l'atteinte des objectifs financiers par la mesure et le contrôle des risques financiers. La mesure des risques fait donc partie d'un processus plus large de gestion du risque qui lui-même fait partie d'un processus lié aux stratégies de gestion des actifs et passifs, des fonds ou des institutions financières. Donc, la mesure de risque n'est pas une fin en soi, mais bel et bien un outil. On peut grouper la mesure des risques financiers autour de 4 thèmes principaux, soit la volatilité, les extrêmes, l'immunisation et la sensibilité. Du point de vue de la volatilité, il y a des mesures classiques de volatilité absolue, des mesures statistiques, on y vient dans une minute, où là, la volatilité d'un titre, par exemple, est évaluée strictement sur la base des rendements du titre. Par opposition, une volatilité relative au marché nous donnera une mesure de la volatilité d'un titre par rapport au marché, par rapport à un indice, ou ultimement par rapport à un autre titre. Un deuxième thème, ce sont les valeurs extrêmes, communément appelées VAR et CVAR, Value at Risk, et Conditional Value at Risk. Donc là, on parle plus de perte maximale, donc de valeur extrême en termes de distribution. On y reviendra également. Par la suite, on va s'éloigner un peu des notions davantage statistiques pour aller vers d'autres mesures, notamment l'immunisation, qui permet, une théorie qui permet de définir les durées de différentes façons, et la convexité de différents titres, principalement les titres à revenus fixes. Finalement, on conclura avec les études de sensibilité. Évidemment, il y en a plusieurs types d'études de sensibilité. Il s'agit simplement de faire des simulations, éléments sur lesquels on reviendra dans le chapitre 4. Mais il peut aussi s'agir d'étudier différents scénarios puis de voir les résultats. Nous, ce à quoi on va s'attarder davantage, c'est ce qu'on appelle les lettres grecques qui permettent d'établir une mesure de la sensibilité d'un titre financier. Donc voilà, si on commence avec la volatilité absolue, la mesure la plus usuelle, c'est l'écart type qui mesure la dispersion des rendements. On le voit très bien sur la graphique, où le mu et la moyenne, c'est-à-dire que le rendement qu'on obtient en supposant une distribution normale avec la plus forte probabilité. L'écart type mesure la dispersion des valeurs ou des rendements autour de cette moyenne-là. Donc, de mu moins sigma à mu plus sigma, ça nous donne une forte probabilité de l'intervalle dans lequel devraient se situer les rendements. Il y a d'autres mesures de volatilité absolue qu'on n'examinera pas en détail ici, mais pour lesquelles il y a de l'information dans le chapitre 2. La volatilité à la baisse, qui est une variante de l'écart type, en ce sens qu'on ne considère que les rendements qui sont inférieurs à la moyenne. Donc, on fait un calcul similaire à l'écart type, mais en prenant un écart de 0, quand l'écart est dans les faits positifs, c'est-à-dire quand le rendement est supérieur à la moyenne. L'autre, c'est la mesure de perte maximale. On peut voir un peu les distributions de rendement comme étant d'une certaine façon cycliques, c'est-à-dire qu'ils baissent, remontent, rebaissent, etc. Sur la base d'un cycle, c'est-à-dire entre deux sommets de rendement, on regarde quelle est la différence entre le maximum qui avait été atteint au début du cycle, puis le minimum atteint pendant le cycle. C'est ce qu'on appelle la mesure de perte maximale ou le maximal drawdown. Donc, ça, c'est un petit peu la théorie. Si on regarde dans les faits maintenant, ce qu'on a ici, c'est des historiques de rendement pour 3 catégories de titres. Les bons du Trésor, les obligations à long terme du gouvernement du Canada, et puis finalement les actions canadiennes. On a aussi une mesure du rendement médian des caisses de retraite. Les caisses de retraite étant composées majoritairement de ces 3 types de placements-là, notamment des obligations et des actions. Ce qu'on s'aperçoit, évidemment, si on commence avec les bons du Trésor, que ces titres-là sont beaucoup moins risqués, ils ont une volatilité beaucoup plus faible, avec un écart type de 4,3. Ce que ça signifie 2 choses sur le graphique. D'abord, on voit que la pointe de pourcentage des rendements qui sont dans l'intervalle est beaucoup plus grande, ce qui fait en sorte que, par exemple,
40% des rendements se situent dans l'intervalle entre 5 et 10% de rendement. Puis ce que ça montre aussi, c'est que les rendements qui s'éloignent beaucoup du rendement moyen est beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'on voit que c'est une cloche très serrée, puisqu'on a très peu de rendement des bons du Trésor qui sont supérieurs à 15%, puis qui sont inférieurs à une valeur de moins 5, là, ce qui est très rare d'avoir des bons du Trésor négatifs. Si on prend les obligations, c'est une distribution un peu plus large, avec un sommet moins haut, et puis c'est encore plus prononcé comme distribution élargie au niveau des actions canadiennes. Les obligations ont un écart type de 9,8, les actions ont un écart type de 15,9. Ce qui est intéressant de noter, évidemment, c'est non seulement que l'écart type s'agrandit quand on passe d'un titre moins risqué à un titre plus risqué, mais aussi que le rendement moyen, la moyenne des rendements, augmente avec le risque. Donc, plus on va vers des placements risqués, plus on peut s'attendre à avoir un rendement moyen élevé. Dernier élément, rendement médian des caisses de retraite. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec les caisses de retraite, on a un rendement moyen supérieur aux bons du Trésor et supérieur aux obligations, tout en ayant un écart type qui est inférieur à celui des obligations. Puis on le voit très bien sur la courbe, là. La courbe en noir est supérieure à son sommet, à ce qu'on a pour les obligations et même pour les actions. Par contre, elle a une distribution moins large, plus resserrée, une cloche plus serrée que ce qu'on a pour les obligations et les actions. Évidemment, l'intérêt de ça, c'est la diversification, c'est-à-dire qu'en investissant dans différents types de titres, et non pas seulement dans une catégorie en particulier, on peut espérer un rendement supérieur avec un risque plus faible, un écart type plus faible. Donc, la moyenne et l'écart type permet de caractériser les rendements. Ici, on a assumé des distributions normales pour chacune des catégories de titres. Dans les faits, on peut mesurer la volatilité absolue de façon plus fine. C'est ce qui est présenté à la cétate suivante, où là, on parle, évidemment, en plus de la moyenne et de l'écart type, on parle de l'asymétrie et puis on parle de l'aplatissement. La symétrie, c'est quoi? C'est d'avoir une courbe qui n'est pas normale, c'est-à-dire qui n'est pas parfaitement symétrique autour de la moyenne, mais qui peut avoir un penchant d'un côté ou de l'autre. Et ce qu'on a ici, c'est la distribution du rendement médian des caisses de retraite canadiennes, toujours sur la période de 61 ans entre 1960 et 2021. On a ce qu'on appelle une asymétrie négative, c'est-à-dire que la plus forte probabilité en termes d'intervalle de rendement se situe au-dessus de la moyenne. Donc, notre moyenne était entre 5 et 10. Le nombre d'années, l'intervalle de rendement où on a eu le plus de rendement effectif pendant la période se situe plutôt dans l'intervalle de 10 à 15%. Le mode, qui est l'intervalle le plus fréquent, est donc supérieur à la médiane, puis supérieur à la moyenne, c'est ce qu'on appelle une asymétrie négative. Donc, une courbe qu'on peut voir un peu déplacée vers la droite. L'aplatissement est aussi très intéressant parce que l'aplatissement s'intéresse aux valeurs extrêmes encore. Là. Okay? Donc, on se dit, OK, on peut supposer une valeur normale, mais est-ce qu'il y a une probabilité significative qu'à l'extrémité de la courbe, on ait une probabilité effective plus grande que ce qui est induit par les paramètres de distribution normale. La question de l'aplatissement est devenue très populaire avec la crise de 2008, parce que justement, la crise de 2008 a été marquée par des valeurs extrêmes. Donc là, on parle de distribution à queue épaisse, ou fat tail distributions en anglais. Puis on le voit très bien avec les deux valeurs de 2%, entre moins 10 et moins 15% de rendement, puis entre moins 15 et moins 20% de rendement. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a plus d'années que prévu par une distribution normale, où les rendements sont très faibles, entre moins 10 et moins 20. Donc, on a, au niveau de l'aplatissement, une valeur positive. Donc, c'est effectivement une distribution de rendement avec une queue épaisse du côté
des valeurs négatives. Partant de distribution comme on le fait là, on va tout de suite sauter aux valeurs extrêmes, les valeurs à risque, ce qu'on a appelé la VAR et la CVAR. Donc la value at risk, puis la conditional value at risk. C'est quoi une valeur à risque? C'est la valeur de rendement qu'on n'excédera pas au-delà d'une certaine probabilité. Donc, si on regarde le graphique qui est là, on a une valeur alpha qui est notre probabilité, qu'on pourrait supposer égale à 95%. Ce que ça nous dit, c'est qu'on a 95% de chance que le rendement soit supérieur à la valeur P. Inversement, on pourrait dire qu'on a 5% de chance que le rendement soit inférieur à la valeur P. Donc, si je regarde dans le graphique le rendement médian des caisses de retraite, toujours la même période, toujours les mêmes valeurs de moyenne et d'écart type, 8,8% puis 8%. Ce que ça nous dit, c'est que j'ai 95% de chance que mon rendement soit supérieur à moins 3,9%. Ça, c'est la valeur de la value at risk, la valeur de la valeur à risque. La CVAR, c'est quoi? La CVAR, contrairement à la valeur à risque, c'est pas une valeur à un point donné, mais c'est la valeur moyenne des rendements qui se situe dans l'échantillon extrême des 5% de pire rendement. OK? Donc, la valeur à risque, la VAR, me disait, j'ai une valeur P avec une probabilité de 5% ou 95%. La CVAR va nous dire quelle est la moyenne du rendement pour ce 5% de pire rendement. Donc, c'est toutes les valeurs moyennes qui correspondent à la zone qui est en rose. Donc, si on fait la moyenne des 5% de pire rendement, on obtient la CVAR. Donc, si on revient à notre exemple avec le rendement médian des caisses de retraite, on avait une valeur à risque de moins 3,9, donc 5% de chance d'avoir un rendement inférieur à moins 3,9. La CVAR nous dit que ce 5% de pire rendement nous donne une valeur moyenne de moins 10,8. Donc, c'est pas juste la valeur seuil, c'est la valeur moyenne dans cet intervalle de 5% qui correspond au pire rendement. Donc, voilà pour la valeur à risque et puis la valeur à risque conditionnel. Ceci étant, ça fait un peu le tour des valeurs absolues, de la volatilité absolue qu'on voulait traiter, intégrant les valeurs extrêmes. On va donc maintenant regarder les valeurs relatives. Donc, une valeur relative, ça ne se calcule pas simplement en regardant la volatilité d'un titre, mais plutôt en comparant la volatilité du titre par rapport à la volatilité du marché ou par rapport à la volatilité de l'indice de référence du marché. Exemple, si je prends le titre d'Air Canada, j'ai un bêta de 2,3. On voit que c'est le plus élevé parmi les titres canadiens qui ont été répertoriés dans le tableau. En fait, le marché, dans son intégralité, a un bêta de 1. Air Canada a un bêta de 2,3, ce qui signifie que le titre d'Air Canada est plus volatile que le marché. En fait, ce qui est présenté là, c'est la volatilité des rendements mensuels sur une période de 5 ans qui va de 2018 à 2022. On sait très bien que c'est une période qui a été marquée par la COVID-19, puis on sait très bien que les compagnies aériennes ont été particulièrement frappées par la COVID-19. Donc, ce qu'on voit, c'est que le titre de Air Canada, pendant cette période-là, a été plus risqué, a été plus volatile que le marché. Pourquoi a-t-il été plus volatile que le marché? Il y a deux raisons qui peuvent expliquer ça. D'une part, ça peut être que sa volatilité absolue a été particulièrement élevée. Ça se mesure par l'écart type. Puis c'est effectivement le cas avec 16%. L'autre raison qui peut conditionner la valeur du bêta, c'est la corrélation entre un titre et le marché. La corrélation permet d'évaluer si le titre évolue, je dirais, en parallèle au marché, ou si au contraire, il évolue de façon plus indépendante du marché. Dans ce cas-ci, on a une corrélation de 0,66.
ce qui est dans la moyenne des titres qui sont présentés. Donc, si le titre d'Air Canada a eu un bêta plus élevé, c'est pas le fait de sa corrélation, c'est le fait de son écart type. Avant d'aller plus loin, on va regarder un petit peu la formule qui est en bas à droite. Ce que ça nous montre, c'est que le bêta se calcule comme étant le facteur de corrélation entre le titre X et le marché, multiplié par le ratio entre l'écart type du titre X et l'écart type du marché. Donc, ça vient nous dire justement, comme je l'ai mentionné, que le bêta est fonction de deux facteurs, soit la corrélation avec le marché, et puis l'écart type du titre par rapport au marché. Si on va au graphique, ce qu'on s'aperçoit, c'est que un titre qui a un bêta de 1, ça signifie que la variation enregistrée au niveau du titre va être le même que la variation ou le rendement enregistré au niveau du marché. Donc, on peut s'attendre à une volatilité du titre qui est la même que la volatilité du marché. À l'inverse, si on a un bêta de 1,5, il faut s'attendre à des rendements du placement qui varient davantage que le rendement du marché. Donc, supposant une corrélation positive, si le rendement du marché est plus faible que ce qu'on espérait, l'impact va être plus important pour le placement qui a un bêta de 1,5 que, par exemple, un placement qui a un bêta de 0,5. Avec un bêta de 0,5, une réduction du rendement du marché va avoir un impact moins grand en termes de réduction du rendement du placement. C'est ça que ça dit, le bêta. Si on revient à nos valeurs, on s'aperçoit que les deux titres ayant eu le bêta, étant marqués par le bêta le plus élevé sur la période, c'est Air Canada dont on a parlé, et puis Shopify, qui est vraiment un titre qui a émergé pendant cette période-là, titre davantage associé aux nouvelles technologies, qui a été marqué lui aussi par un écart type particulièrement faible, mais aussi par une corrélation avec le marché qui est relativement faible à 0,51. Donc, la corrélation de 0,51, qui est relativement baisse, a comme suscité, ou était de nature à susciter un intérêt pour ce titre-là, en disant, en dépit d'un écart type qui est très élevé, comme la corrélation avec le marché est plus faible, ça m'assure un niveau plus élevé de diversification dans mon portefeuille. Donc, ça contribue par une volatilité relative plus faible que ce que je pourrais m'attendre du fait de l'écart type en investissant dans ce titre-là. À l'autre extrême, on a Intact. Intact est marqué à la fois par un écart type faible et une corrélation relativement faible, ce qui donne le bêta le plus faible parmi l'échantillon des titres qui sont là. RBC, donc un titre vraiment lourd dans l'indice des titres d'actions du marché canadien, est aussi marqué par une volatilité ou un écart type faible à 5%. Mais, comme on vient de le mentionner, RBC pèse lourd dans l'indice des titres du marché canadien, à la fois par sa capitalisation boursière qui est élevée, mais à la fois par le rôle central que joue RBC dans l'économie canadienne, ce qui fait en sorte que sa corrélation est plus élevée que celle d'Intact avec le marché canadien. Vous avez aussi des valeurs pour des titres américains, JP Morgan Chase, qui est la principale banque aux États-Unis, Apple, Microsoft, qui sont des leaders technologiques, comme on le sait très bien, puis finalement Tesla. Tesla a un bêta relativement élevé du fait d'un écart type qui est élevé, comparable, supérieur à tous les autres titres. Mais en même temps, Tesla est un titre qui est moins bien corrélé que le marché, donc représente un pourcentage, un potentiel de diversification plus grand qu'un titre comme Microsoft. Donc, voilà la notion de volatilité relative. Donc, la théorie de l'immunisation. La théorie de l'immunisation nous donne des mesures de risque. Des mesures de risque qui permettent de calculer la sensibilité de la valeur des actifs aux variations de taux d'intérêt. Autrement dit, si je prends l'exemple d'un titre obligataire, d'une obligation, on calcule sa valeur en calculant la valeur escomptée des paiements de coupons et le paiement du principal à un certain taux d'intérêt. Ce que la durée nous dit, c'est que ça nous précise de combien va varier cette valeur-là, la valeur escomptée qu'on a calculée, s'il y a une variation de taux d'intérêt. OK? Donc,
la théorie de l'immunisation prend tout son sens, non pas simplement par rapport à des valeurs de placement, mais dans un contexte d'actifs-passifs, où on compare la valeur escomptée des actifs à la valeur escomptée des passifs. La valeur escomptée des actifs, ça peut très bien être une obligation. La valeur escomptée du passif, ça peut très bien être la valeur escomptée des prestations qui seront payables en lien avec un contrat d'assurance. Donc, on calcule les deux valeurs escomptées, actif-passif, donc l'obligation, contrat d'assurance, puis on en vient à la conclusion que la valeur de l'obligation étant plus grande que la valeur escomptée du contrat d'assurance, que j'ai une provision suffisante, j'ai un actif qui représente un montant suffisant pour payer les prestations. Ceci étant, ces calculs-là sont effectués à un taux d'intérêt donné. Que se passe-t-il s'il y a variation de taux d'intérêt? Ben, si jamais mon passif était plus sensible à une variation des taux d'intérêt, on pourrait se ramasser dans une situation où, suite à une augmentation des taux d'intérêt, la valeur escomptée de mon contrat d'assurance, la valeur escomptée des prestations, a décru de façon plus importante que la valeur escomptée de mon obligation, puis je pourrais me retrouver dans une situation où, justement, la valeur escomptée de mon obligation est inférieure à la valeur escomptée de mes prestations. Donc, du point de vue de la compagnie d'assurance, si on se ramasse là, ça veut dire que l'actif est insuffisant pour payer les prestations, puis on est dans une situation d'insolvabilité. Donc, la durée nous permet justement d'évaluer ce risque-là par une mesure de la sensibilité de la valeur aux variations de taux d'intérêt. La convexité, c'est ce qu'on pourrait appeler une mesure de deuxième degré. C'est plus complexe, c'est moins intuitif. C'est-à-dire que la durée calcule la variation de la valeur de l'actif ou du passif, ça c'est une variation des taux d'intérêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que la durée elle-même va varier en fonction de variation de taux d'intérêt. C'est ce qu'on vient mesurer par la convexité. Ce que la théorie dit, puis c'est utile en pratique, bien que pas appliqué au pied de la lettre pour différentes raisons qui sont détaillées dans le livre, c'est utile en pratique parce que si on a une convexité des actifs qui est supérieure à la convexité des passifs, si on a des durées d'actifs qui sont comparables aux durées de passifs, ben on est dans une situation où notre surplus est immunisé, c'est-à-dire qu'il va augmenter suite à des variations de taux d'intérêt. On n'ira pas dans tout le détail, mais on va quand même approfondir les notions, notamment les notions de durée. Les caractéristiques de base de la théorie de l'immunisation, en lien avec la durée et la convexité, deux choses au préalable. D'abord, comme ça a été mentionné, ça nous permet des mesures associées au risque de variation des taux d'intérêt. Comment la valeur de mes actifs, comment la valeur de mes passifs varie lorsque les taux d'intérêt varient. C'est mesuré par la durée, puis la convexité vient mesurer comment la durée elle-même varie en fonction de variation de taux d'intérêt. Pourquoi on parle de risque de variation de taux d'intérêt? Ça a été élaboré au chapitre 1, puis on y revient notamment dans le chapitre sur les compagnies d'assurance. C'est que, supposons pour un instant que vous avez des prestations qui sont payables à très long terme, puis qui sont supportées par des obligations dont l'échéance est plus courte que le paiement des prestations qui sont dues. Vous vous ramassez dans une situation où vous allez devoir réinvestir les paiements de coupons. Vous allez même devoir réinvestir le principal de l'obligation une fois qu'il aura été payé, parce que les prestations sont payables, les prestations sur le contrat d'assurance sont payables plus tard dans le temps. Le risque associé aux variations des taux d'intérêt, ben, c'est le risque de réinvestir ces sommes-là, issues des obligations, à des taux plus faibles. C'est ce qu'on appelle l'effet revenu. À l'inverse, il y a un effet prix. C'est que s'il y a une augmentation des taux, ben, il va y avoir une diminution des valeurs actualisées, parce qu'un taux, une valeur qui est actualisée à un taux plus élevé est une valeur plus faible. Dans ce cas-ci, c'est si votre obligation a une échéance plus longue ou une durée plus longue que vos engagements, que votre contrat d'assurance. S'il y a une hausse des taux, le prix de l'obligation va décroître davantage que la valeur escomptée du contrat d'assurance. Puis encore là, vous avez un risque d'insolvabilité. Donc ça, c'est les deux grands risques qu'on appelle l'effet revenu et l'effet prix, qui sont associés soit à des hausses de taux ou à des baisses de taux. On utilise des indicateurs pour calibrer le tout, pour mesurer le tout. La durée, ben, comme je l'ai mentionné, c'est un peu
une mesure de la sensibilité du prix d'un actif ou d'un passif pour une variation de taux d'intérêt. La durée est exprimée en années. Par exemple, une obligation qui a une échéance de 10 ans peut avoir une durée de 8 ans. Pourquoi une durée plus petite que l'échéance? Parce qu'il y a des paiements de coupons entre-temps. C'est le paiement de ces coupons-là qui vient réduire la durée. Donc, la durée peut être vue, à certains égards, comme une valeur moyenne des paiements, en termes dans le temps, exprimés en années, qui tient compte non seulement de l'échéance, mais aussi des paiements entre maintenant et l'échéance. Et c'est ce qui fait que la durée est plus petite que l'échéance. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une durée de 8 ans, ça vient nous dire que pour une variation de 1% du taux d'intérêt, le prix de votre obligation va varier de 8%. Donc, la durée, c'est la mesure qui permet d'évaluer, de quantifier, de chiffrer l'effet d'une variation de taux sur la variation du prix. Ça, c'est bon aussi bien pour l'actif que pour le passif. C'est aussi vrai pour une obligation que pour la valeur escomptée d'un contrat d'assurance. Particularité, puis on va y revenir tout à l'heure, c'est qu'on utilise le même taux d'intérêt pour toutes les échéances. Donc, une durée est calculée avec un taux d'intérêt unique, alors qu'on sait très bien que la structure des taux d'intérêt fait en sorte que les taux peuvent varier selon l'échéance, mais aussi, quand il y a une variation de taux d'intérêt, la variation n'est pas nécessairement la même pour toutes les échéances. Puis comme on s'intéresse justement aux variations de taux, c'est une limite avec laquelle il faut composer, puis qui a amené, on le verra dans un instant, un raffinement des calculs de durée. La convexité, je l'ai expliqué sommairement, donc une mesure de deuxième degré qui là calcule la variation de la durée, donc pas la variation de la valeur escomptée, mais la variation de la durée. L'intérêt de ça, c'est que si vous avez une convexité d'actif qui est plus grande que la convexité du passif, vous immunisez votre surplus parce que justement l'impact des variations de taux d'intérêt va se solder par un impact positif sur le surplus. C'est ce qui est illustré au petit graphique là, qui est présenté là. On n'ira pas dans le détail, c'est explicité dans le livre. Donc, des éléments qui sont très utilisés en pratique, sauf qu'ils ont aussi leurs limites. Deux raffinements possibles. Le dollar durée, je passe rapidement, c'est que au lieu de calculer une durée qui nous donne une variation en pourcentage, je vous ai dit tout à l'heure que si on avait une durée de 8, une variation de 1% des taux d'intérêt se traduirait par une variation de 8% de la valeur de l'actif. Plutôt que de calculer ça en pourcentage, on pourrait vouloir calculer ça du point de vue du niveau du surplus. OK? Parce que la durée, on la calcule non seulement pour l'actif, on la calcule aussi pour le passif. Puis tout ça en relation, ce qui nous intéresse en bout de ligne, c'est le niveau du surplus. OK? Donc, si j'ai, par exemple, une obligation avec une durée de 8, puis un passif d'assurance avec une durée de 10, ça veut dire que si j'ai une variation de taux d'intérêt de 1%, mon actif va baisser de 8%, puis mon passif va baisser de 10%. Donc là, je me ramasse que pour une même variation de taux appliquée à l'actif et au passif, j'ai une baisse de mon surplus du fait que j'ai une durée plus longue au niveau de mon passif. Pour bien quantifier cet impact que peuvent avoir les variations de taux à la hausse ou à la baisse sur le surplus, on va utiliser la dollar durée. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on calcule la durée, puis on la multiplie par la valeur actualisée de l'actif ou du passif. Les durées partielles, c'est particulièrement d'intérêt, puis particulièrement utilisé par les assureurs. On peut utiliser des durées partielles dans un contexte de dollar durée aussi. C'est comme on a mentionné tout à l'heure, des durées, c'est calculé avec un et un seul taux d'intérêt. Donc, on suppose que la structure des taux d'intérêt est horizontale, puis on suppose que des variations de taux, parce ce qui nous intéresse, c'est toujours les variations de taux, sont les mêmes pour toutes les échéances. Donc, on parle de variations parallèles de la courbe de taux. Plutôt que d'être soumis à cette contrainte de variation parallèle de la courbe de taux, ce que vont faire les assureurs, c'est qu'ils vont segmenter leur flux financier et de l'actif et du passif sur la base de segments selon l'échéance. Par exemple, vous pourriez vous gérer vos durées sur une base segmentée ou sur une base partielle pour chacun des segments, en disant j'ai des segments d'1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, etc. Puis le segment d'1 an, c'est tout
les flux qui sont à l'intérieur de 0 à 23 mois, donc pratiquement 0 à 2 ans. Ça permet que, évidemment, on peut raffiner les variations, on peut être davantage raffiné pour considérer des variations de taux, parce que ici, dans le segment d'un an, on considère les variations des taux d'intérêt à court terme, alors que pour des segments qui correspondent à des flux financiers à plus long terme, on considère les variations de taux d'intérêt sur le long terme. Comme on l'a mentionné, les variations sont pas les mêmes, les variations de taux sont pas les mêmes pour toutes les échéances. Donc voilà pour l'immunisation, un survol, puis on y reviendra dans le chapitre 6 sur les compagnies d'assurance parce que c'est très utilisé par les compagnies d'assurance qui ont des flux financiers à long terme, puis par conséquent se doivent de se protéger. C'est aussi considéré dans l'univers bancaire, bien que là, classiquement, les échéances étaient plus petites. Dernier élément comme valeur de risque, ce sont les lettres grecques. Les lettres grecques, bon, c'est un titre, une appellation qui dit strictement rien. C'est pas particulièrement grec parce que ça s'appelle le grec. Les lettres grecques, ce sont des mesures de sensibilité des actifs ou passifs à un changement dans les paramètres sous-jacents affectant leur valeur. Bon, si le nom n'est pas très évocateur, la définition l'est pas beaucoup plus. Donc, dans le livre, dans le chapitre 2, on passe en revue les différentes lettres grecques. On les définit, puis on en discute la portée, je dirais. Dans le cadre de la présente capsule, on va se concentrer, sur le delta, parce que c'est la mesure qui est la plus importante du point de vue d'une couverture actif-passif. On précise ici le delta, c'est la sensibilité par rapport à une variation du cours sous-jacent. En fait, si on avait eu plus d'espace, on aurait pu dire la sensibilité d'un titre, une option, par rapport à une variation du cours du sous-jacent, le plus souvent une action. Donc, ce que ça nous dit, c'est que si l'action varie, par exemple, d'$, il y aura une variation dans le prix de l'option qui est associée à l'action. Mais qu'est-ce qu'une option? On discute ça au chapitre 3. Une option, c'est une garantie ou un privilège qu'on a d'acheter ou de vendre à l'échéance ou d'ici l'échéance une action à un prix prédéterminé. Donc, vous achetez une option qui dit que vous pouvez acheter l'action dans un an au prix de 100 $. Ben, si dans un an, l'action est rendue de valeur de 103, plutôt que d'acheter l'action sur le marché, ce qui vous en coûterait 103 $, vous allez l'acheter en exerçant votre option et ça va vous en coûter 100 $. Vous avez aussi des options de vente qui, là, ben, c'est le privilège de vendre une action à un prix prédéterminé. On parle de ça non seulement parce que c'est très, très utilisé du point de vue de la gestion des actifs, des actions. C'est aussi beaucoup d'intérêt dans la mesure où on offre des garanties à des clients sur des fonds de placement. Puis ça, on verra ça au chapitre 7. Donc, vous pouvez très bien avoir des produits où on vous dit, ben, vous investissez votre argent dans un fonds de placement, mais on vous garantit à l'échéance, dans 3 ans ou 5 ans typiquement, que vous n'aurez pas un rendement inférieur à 0. Donc, peut-être que le fonds de placement aura un rendement cumulatif négatif dans 3 ans ou 5 ans, mais à travers ce produit-là, vous achetez un placement garanti lié au marché ou un billet à capital protégé, là, 2 noms différents pour signifier le même produit. Bien, on vous garantit que vous n'aurez pas un taux de rendement négatif. Vous avez un plancher de 0 dans ce cas-ci, au rendement que vous aurez à l'échéance sur votre placement. Gérer ces garanties-là dans un contexte actif-passif, ben, c'est de recourir à l'utilisation d'options, puis la gestion du risque associé aux options se fait avec une lettre grecque comme le delta. OK? C'est ce qu'on va approfondir ici. Ce qu'on a à la page suivante, c'est plus d'informations relatives au delta, notamment du point de vue du ratio de couverture. Le ratio de couverture, ça dit quoi? C'est la proportion en titres sous-jacents à détenir pour couvrir le risque associé aux options. Donc, vous prenez un risque, vous êtes émetteur d'options,
OK? Mais vous voulez couvrir votre risque en achetant un certain nombre d'actions qui sont les titres sous-jacents aux options que vous vendez. OK? Si on prend l'exemple 2.5 du livre, ben le delta, ça correspond précisément au ratio de couverture, puis ce qu'on avait dans le livre, c'est que la valeur du delta était de 0,385. Fait que pour couvrir des options d'achat qui permettent à la personne qui a acheté vos options d'acheter 1000 actions à un prix prédéterminé, vous auriez besoin d'acheter vous-même 385 actions. Pourquoi 385? Parce que la mesure du delta est précisément de 0,385. OK? Donc, si on a un delta de 0,385, ça veut dire que si le prix de l'action monte de 1 $, le prix de l'option va monter de 0,385. Donc, en ayant 385 actions, la plus-value sur vos actions va compenser le risque supplémentaire ou l'engagement supplémentaire que vous avez sur l'option que vous avez émis puis qui a été achetée là, par des investisseurs. OK? On va revenir sur ça dans le cadre du chapitre 7, parce que comme je le mentionnais il y a un instant, les placements garantis liés au marché sont gérés essentiellement sur la base de couverture delta, similaire de couverture delta. Puis c'est par ce mécanisme-là qu'on peut offrir des garanties sur placement, comme je le mentionnais, par exemple, garantir sur un horizon de 3 ans ou 5 ans qu'il y aura un rendement qui ne pourra être inférieur à 0. Ça va? Évidemment, on va venir aussi sur la question de la couverture dynamique, c'est que le delta il est variable dans le temps. Notamment, plus on s'approche de l'échéance, bien, normalement, il va tendre vers 1 ou va tendre vers 0, tout dépendant de la valeur du titre sous-jacent. Parce que, évidemment, plus on se rapproche de l'échéance, plus on est en mesure de savoir si l'option va être exercée ou pas, ou dans le cas d'une garantie sur placement, si la garantie du rendement minimal égale à 0 va être appliquée si, évidemment, le rendement effectif est inférieur à 0. Donc, comme la valeur du delta varie dans le temps, ben, la couverture dynamique, ça nous dit qu'il faut réévaluer notre position de couverture. Donc, il faut réévaluer le nombre d'actions qu'il faut détenir en portefeuille pour couvrir le risque associé à notre option. Dans le chapitre 2, on présente un exemple. Je vais aller quand même assez rapidement, là, le présenter sommairement, puis plus de détails sont fournis à l'encadré 2.5. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue des options ou une garantie qui pourrait être afférente à des actions. On a pris 2 actions ici, la compagnie d'assurance Intact, dont le symbole à la bourse est IFC, transigé à Toronto, et puis Air Canada. Ce qu'on a fait, on a regardé les prix de ces actions-là pendant l'année 2020, l'année 2020 ayant été l'année de l'émergence de la COVID. Puis on sait que les compagnies d'assurance ou le secteur financier a été moins affecté par la COVID parce que la consommation de produits financiers, notamment les assurances, est poursuivie. Par contre, évidemment, le transport aérien a été frappé au premier chef par la COVID. Donc, on voit que l'action de Intact est maintenue, même a été en hausse pendant l'année 2020, alors que l'action d'Air Canada a baissé de façon significative. Ici, ce qu'on va regarder, c'est les ratios de couverture. Donc, on va calculer des deltas en regard d'une option qui serait une garantie qu'on donnerait à la personne qui détient l'option d'acheter l'action de Intact ou d'acheter l'action d'Air Canada à la fin de l'année 2020 à un prix de 100. Donc, on y va avec des valeurs indicielles de 100 dans les 2 cas, là, pour que ce soit plus facile. Puis on dit au détenteur de l'option d'achat, que tu pourras acheter l'action à un prix de 100 à la fin de l'année, si évidemment l'action vaut plus que 100. Parce que si tu peux acheter l'action d'Air Canada à la fin de l'année à 50 $, ben tu n'exerceras pas ton option en disant je vais acheter l'action d'Air Canada à 100 $, tu l'as pour moins cher sur le marché. Par contre, l'action d'Intact a une valeur à la fin. L'option sur l'action d'Intact a une valeur à la fin de l'année, parce que le prix de l'action est supérieur à 100 $, autour de 110 sur base indicielle à la fin de l'année. Donc, ce qui est présenté au deuxième graphique,
c'est l'évolution de la valeur du delta de l'option sur chacune des actions pendant l'année. Dans le cas d'Intact, ben, on voit que comme l'action monte en valeur à la fin de l'année, excède la valeur de 100, qui est la valeur, le prix d'exercice sur l'option, pardon, ben, on s'aperçoit que l'option a une valeur qui tend vers 1 à l'échéance parce qu'on peut supposer que les gens qui détiennent l'option vont l'exercer, puis vont acheter l'action d'Intact au prix de 100 comme c'est prévu dans le contrat d'option. À l'inverse, Air Canada, ben, ça vaut juste 50 à la fin de l'année, donc l'option vaut plus rien. Il n'y a pas personne qui va exercer l'option qui dit j'achète l'action d'Air Canada à 100 alors qu'elle peut être achetée sur le marché à un prix entre 40 et 50 OK? Donc, on voit l'évolution du delta. Le delta, comme on l'a dit plus tôt, c'est notre ratio de couverture. Donc, pour l'émetteur de l'option, c'est le volume ou le nombre d'actions qu'il faut maintenir pour se couvrir face à des variations dans le cours de l'action. Comme on l'a mentionné plus tôt, il est nécessaire de rééquilibrer le portefeuille pour maintenir notre ratio de couverture en ligne avec la réalité du marché. Évidemment que dans les faits, les gens font une couverture dynamique. Ils font un suivi qui peut être quotidien, mais ils n'achètent pas et ils vendent pas dès qu'il y a une petite variation du fait des frais de transaction. Ici, on suppose qu'il y a rééquilibrage, donc on se ramène au niveau de ratio de couverture. Quand il y a un écart de plus de 5% entre le ratio de couverture effectif dans le portefeuille, puis le ratio de couverture qui est requis du fait de l'évolution des prix du marché. Donc voilà, on arrête ici pour ça. C'est succinct comme présentation, mais c'est détaillé davantage dans l'encadré 2.5. Puis surtout, ça va être repris dans le chapitre 7 sur les garanties relatives à des fonds de placement. Donc voilà la fin de la présente capsule. Vous avez ici les courriels, mais que les coordonnées pour avoir plus d'informations sur le livre. Merci pour votre attention.